évident, donc je disais, de passer après ces magnifiques images, d'autant plus qu'on a un thème de débat qui est quand même beaucoup plus prosaïque, qui est celui effectivement de l'investissement. Alors, investir dans le Grand Paris, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une illusion? Quelles barrières faut-il encore lever effectivement pour vraiment pleinement profiter de ce Grand Paris? Pour en discuter, 3 invités donc cet après-midi. À mes côtés, Chloé Voisin-Bormuth, vous êtes directrice générale de Paris Capital Économique. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, le professeur Antoine Tenière, vous êtes directeur de Paris Santé Campus. On expliquera bien sûr quel est ce projet. Et puis, de ce côté-ci de la table, Stéphane Layani, donc vous êtes le président directeur général du marché international de Rungis. Et vous êtes en train de travailler sur un nouveau Rungis qui n'en est pas tout à fait un. Cette fois-ci, au nord de Paris, on aura évidemment l'occasion d'en parler également. Alors pour commencer, je voulais revenir sur des propos que j'ai entendus il y a une quinzaine de jours dans une conférence avec beaucoup d'acteurs qui étaient d'ailleurs présents aujourd'hui également. Il y avait Jérôme Fourquet de l'IFOP et il disait qu'en ce moment, on ouvrait plus de sites industriels en France qu'on en fermait et que ça n'était pas arrivé depuis 40 ans en France. Donc la différence est encore infime, néanmoins elle est notable. Où est-ce qu'on ouvre ces sites industriels, Chloé Voisin-Bormuth? Est-ce qu'on en ouvre dans le Grand Paris et vers quel secteur, vers quel type de territoire est-ce qu'ils se dirigent? Oui, effectivement, il y a une vérité des propos de M. Fourquet où on peut se rendre compte qu'on a tous entendu de cette question de la réindustrialisation de la France. Et c'est une réalité puisque la France, à partir des années 1970 et jusqu'en 2012, a perdu 50% de ses emplois industriels, c'est-à-dire environ 3 millions d'emplois industriels. C'est à peu près les mêmes proportions que le Royaume-Uni, mais par contre, si on regarde à l'échelle de l'Europe, un autre pays voisin, celui de l'Allemagne, par exemple, a perdu seulement un quart de ses emplois dans exactement la même période. Donc là, il y a une spécificité française de cette perte de l'emploi industriel et on voit une inversion, pas uniquement depuis quelques années. Effectivement, il y a eu la crise du Covid qui a mis un stop, mais déjà, dès 2016, on voyait des frémissements d'une inversion de tendance. Et cette inversion de tendance est particulièrement intéressante. Elle est soutenue naturellement par le programme de l'État France Relance, qui axe non pas sur tous les secteurs, mais sur des secteurs stratégiques très particuliers, qui sont ceux notamment de la 5G, de la santé, de l'approvisionnement, de l'énergie, aussi de la modernisation et de la transformation de l'industrie automobile, aéronautique. Donc finalement, vous vous rendez bien compte, quand on cite l'ensemble de ces secteurs, on est face à des secteurs qui sont particulièrement stratégiques, qui vont faire l'économie de demain, qui sont propices à développer l'innovation. Et surtout, ce qui est intéressant dans ces secteurs qui sont proposés, c'est qu'on se rend compte que c'est directement le fruit du double électrochoc que l'on a vécu, voire du triple électrochoc, à savoir d'une part la crise sanitaire qui nous a fait prendre conscience le fait que la question de la souveraineté de l'approvisionnement était essentielle et qu'on avait un peu perdu la main sur cette question. Et ça montre également le fait que la question de l'autonomie est particulièrement importante, mais c'est aussi le fruit de la question énergétique qui est liée avec la guerre en Ukraine, et c'est aussi lié au fait qu'il y a des tensions géopolitiques de plus en plus importantes. Donc un ensemble de facteurs auxquels on ne pensait plus, mais qui ont toujours été très déterminants dans la géographie de la France industrielle et comme dans n'importe quel pays. Et si on regarde justement la géographie, finalement on voit les secteurs qui se dessinent et on pourrait se dire finalement quels sont les territoires qui sont gagnants. Si on analyse les projets qui sont soutenus par le projet France Relance, on se rend compte qu'on est finalement sur une géographie relativement traditionnelle, à savoir que la première région qui est soutenue et qui est aussi en nombre de pays, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, on a la région Île-de-France. Ensuite, on a la région les Pays de la Loire. Ensuite, les Hauts-de-France. Donc finalement, on a une géographie qui reste la géographie industrielle de la France, mais où là, ça commence à devenir assez intéressant. C'est pas de regarder à cette échelle, mais c'est de regarder plus précisément où se situent ces industries. Parce que la grande question, c'est finalement, est-ce que ces industries, on va avoir une géographie par grande entité où les industries vont pouvoir se relocaliser partout avec cette idée de revitalisation des villes moyennes et des petites villes, ou est-ce qu'au contraire, on est sur une logique métropolitaine avec l'usine, l'industrie 4.0, et là, on se rend compte qu'on est quand même sur une logique métropolitaine, à savoir que dans toutes les régions, les projets qui sont soutenus
sont ceux qui sont à proximité, pas directement dans le cœur urbain, mais par contre à proximité. Donc on est toujours sur une logique métropolitaine de hub, ça reste une tendance forte. Et maintenant la grande question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va avancer vers des usines propres, des usines qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur de la ville, avec des Fab Labs, avec des Fab... et donc des très petites unités qui permettraient finalement d'avoir une nouvelle géographie industrielle, parce que je le rappelle, par contre, traditionnellement en France, la géographie industrielle est une géographie de villes moyennes et de petites villes et pas de grandes métropoles. Donc là, on a un renforcement de la géographie économique, tous secteurs confondus, on a un renforcement de ces pôles métropolitains, mais traditionnellement, l'industrie, si on se focalise sur ce secteur industriel, normalement, c'est les petites villes et les villes moyennes qui aussi aujourd'hui ont des vrais facteurs différenciants qui peuvent concurrencer les métropoles. Alors vous avez cité parmi les secteurs privilégiés d'investissement la santé, santé qui est représentée aujourd'hui par le professeur Antoine Tenière. Vous dirigez donc Paris Santé Campus. Alors là, c'est intéressant à double titre parce que ça porte des ambitions fortes en matière justement de secteur stratégique qui est la santé, mais aussi du digital. Et puis, mais ça on pourra en parler dans un second temps, vous êtes justement implanté au cœur de la métropole parisienne, pas dans une ville moyenne, pas non plus en première ou seconde couronne, donc on reviendra sur ce sujet. Avant cela, est-ce que vous pourriez nous expliquer les ambitions de Paris Santé Campus et les opportunités évidemment visées à travers sa création? Ça marche pas. Oui, là on ne vous entend pas, j'ai l'impression. Est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà. Ça y est. Merci beaucoup. Donc Paris Santé Campus, c'est un des éléments de réinvestissement justement de la France dans ces enjeux de santé et qui est une des réponses, même si le programme existait avant la crise Covid, à un certain nombre de réalités que tout le monde a vues dans la crise sanitaire. C'est-à-dire la volonté de dire que la France réinvestit dans sa recherche pour la santé, réinvestit dans ses environnements de soins, réinvestit dans l'industrie de la santé également, et le fait avec une vision moderne qui permet de construire des écosystèmes en prenant en compte une réalité qui est aujourd'hui que ce secteur, peut-être un petit peu en décalé par rapport à d'autres, se transforme et notamment se transforme avec le digital. C'est lié simplement au fait que l'État régule la santé et que peut-être que par rapport à la musique, à la communication ou au transport, où c'est devenu absolument naturel d'avoir une invasion du numérique qui est aujourd'hui permanent, dans la santé, ça a pris un petit peu plus de temps. Et donc c'est un site qui va accueillir tout un écosystème d'acteurs de la santé pour accélérer sa transformation numérique, que ce soit des chercheurs, des étudiants qui vont représenter justement le futur de ces compétences, des startups, des soignants, des grands industriels et puis des institutions, avec là aussi la volonté d'aborder tous ensemble ces questions, de casser les silos et d'avoir un vrai effet d'accélération. Et ça se fait surtout dans une dimension qui est tout à fait unique, pas seulement pour la France, mais pour le monde, puisque on installe cet ensemble dans un bâtiment qui est emblématique, qui sera l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, et donc qui accueillera sur 70 000 m² ces ensembles. Et je disais tout à l'heure, c'est, pour donner une image, la fusion du MIT et de Station F, c'est-à-dire en gros un centre de recherche et d'excellence de qualité mondiale et puis de taille tout à fait reconnue, et un des plus gros incubateurs de santé au monde, qui permettra justement d'accompagner cette dynamique et puis de faire se rencontrer ces deux mondes. La volonté de le faire au cœur de Paris et surtout de le faire avec un emblème, c'est vraiment d'avoir, au-delà de l'ambition de rassembler ces acteurs, un effet d'attractivité internationale très fort. D'accord. Donc vous étiez posé la question par curiosité d'autres sites où très rapidement vous étiez décidé sur l'idée d'être au cœur de Paris? Alors l'idée finalement est venue très rapidement, et d'autant plus que c'était la conjonction de deux réflexions. La première était vraiment purement appliquée à la santé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on casse les silos et qu'on accélère la transformation numérique. On l'a vu, je ne vais pas revenir dessus, mais pendant le Covid, tout le monde a compris ce que le numérique pouvait amener dans la santé, les plateformes de télémédecine, tous anti-Covid. Je pense que tout le monde a regardé un résultat de PCR sur son smartphone, etc. Donc voilà. Et la deuxième réflexion, c'était l'évolution de ce bâtiment emblématique qui était l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, qui a été fermé en 2016 et dont tout le monde a imaginé qu'on pouvait continuer à lui donner une destination sanitaire. Voilà. D'accord.
Alors Stéphane Layani, vous avez aussi un gros projet en cours. Vous êtes à la tête du marché international de Rungis, qu'on connaît assez bien. Néanmoins, vous allez ouvrir un nouveau site, cette fois-ci au nord de Paris, qui n'est pas une réplique de Rungis. Mais ce qui est intéressant, surtout au-delà de ce projet en lui-même, c'est pourquoi le choix de ce territoire et surtout quelles opportunités vous pouvez voir dans ce territoire, parce que vous allez investir tout de même, j'espère que le chiffre est bon, 1,4 milliard d'euros. Qu'est-ce qui vous pousse à mettre autant d'argent ? Merci Ingrid. Avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire pourquoi notre région, notre métropole est attractive. Elle est attractive parce qu'il y a des millions de personnes. La vraie science exacte, c'est la démographie. Il y a 15 millions de personnes en région parisienne, 20 millions de personnes sur le Grand Paris. Elle est attractive parce que pour les investisseurs qui sont ici, il y a des rentabilités énormes qui sont à faire sur l'aménagement. Et cet aménagement, il peut être industriel ou agroalimentaire. Nous ne sommes pas industriels, on est agroalimentaire. Et donc, évidemment, tout investisseur regarde le TRI, la rentabilité de son investissement avant de bâtir. Et puis la troisième raison, c'est que c'est la région capitale. Chloé ne me démentira pas. La région capitale, eh bien, c'est le lieu où les pouvoirs publics disent, à un moment donné, oui, il faut améliorer l'interaction, les synergies dans le monde de la santé, ou alors, il faut mieux nourrir la ville. Et j'arrive à mon sujet. Pourquoi Agoralim ? Agoralim, c'est l'idée que cette région parisienne a besoin d'avoir la meilleure alimentation possible. Et là, depuis 50 ans, Rungis alimente 18 millions de personnes, jour et nuit, de façon régulière, en produits frais, en produits de qualité, en produits bio, en produits locaux. Et puis, on s'est dit, à un moment donné, est-ce qu'on sera capable de le faire dans 10 ans ? Non. Pourquoi on n'était pas capable de le faire en 10 ans ? Parce que Rungis, qui est le seul service public agroalimentaire de France, le seul, eh bien, est plein comme un œuf. On a un taux d'occupation de 98%. Ça veut dire que dès qu'on déplace une entreprise, elle est remplacée par une autre. Ça veut dire que tous les jours, et Dieu sait que dans le domaine de la food, il y a beaucoup d'invention, d'inventivité, d'appétence au sens propre. Tous les jours, je refuse des ventes. Et puis, à la demande de Michel Cadot, qui était à l'époque préfet de région, je fais une étude il y a 5 ans et je m'aperçois qu'en région parisienne, dans 10 ans, il y a 1,5 million de personnes en plus. 1,5 million de personnes en plus, c'est 400 000 tonnes. Rendez-vous compte ce que c'est. 400 000 tonnes de produits frais alimentaires en plus à fournir à Paris. Et je ne peux pas les mettre à Rungis. Alors, en grand chef d'entreprise que je suis, évidemment, il faut avoir de la vision. Il faut regarder à long terme. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a une opportunité à créer une deuxième plateforme, un deuxième, entre guillemets, marché au nord de Paris. Mais si on fait ça, évidemment, il faut que ça soit un modèle totalement différent de celui que nous avons fait dans les années 60. Le déménagement a eu lieu en 69, des Halles de Paris à Rungis. Et donc j'ai fait travailler des bureaux d'études, des chercheurs, on a fait un appel à manifestation d'intérêt. Et à un moment donné, le gouvernement, Jean Castex exactement, m'a demandé de lui faire des propositions autour du triangle de Gonesse parce que il y avait un grand projet, Europa City, qui était arrêté. Et donc moi, je n'ai pas l'habitude de me défiler. Le Premier ministre Jean Castex m'a demandé un rapport, je l'ai produit. Il n'est pas public, mais vous le voyez, je l'ai produit, écrit. Il n'y a pas que des pages blanches à l'intérieur, donc il existe. Et on a évidemment un grand projet
autour de Gonesse, mais principalement à Goussainville, à Roissy, à Bonneuil en France, et peut-être dans d'autres sites, car évidemment nous avons besoin de beaucoup d'hectares, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'attendent les gens aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils attendent, les gens, aujourd'hui? Ils veulent manger des produits frais, certes, de qualité, mais ils veulent aussi des produits locaux. Ils veulent des produits qui soient produits près de chez eux. Or, ça à chaque fois que je le dis, ça n'est pas méchant, mais l'agriculture d'Île-de-France ne produit que 2,5% des besoins alimentaires des Franciliens. Donc vous ne nourrissez pas la ville avec l'agriculture d'Île-de-France. Donc il faut produire plus. Et quand j'ai vu ces terres maraîchères, ces futures terres d'élevage à la lisière du Perche, de l'Oise, dans le Val d'Oise, je me suis dit, ça y est, on a la solution. On va produire, transformer, distribuer, cuisiner à Agoralim. Et c'est tout le projet d'Agoralim, qui est un projet formidable. Alors on a d'abord réuni... On va... Je peux parler pendant des heures. J'imagine. Je regarde, j'ai encore 19 minutes. Pas du tout, on vous a menti. Non, justement, Agoralim, en fait, la terminologie m'a frappée, puisqu'on parle d'Agora ici, on parle de campus ici. Donc la notion d'écosystème, de travailler avec des partenaires de natures différentes, je pense qu'elle est importante dans ces deux projets. Néanmoins, pour ça, il faut attirer des talents. Donc comment est-ce que vous faites pour attirer des talents à l'international? Parce que dans la santé et le digital, c'est un véritable enjeu. Et comment vous faites, à l'inverse, sur des territoires, pour trouver les compétences nécessaires à mener à bien votre projet? Alors dans la santé, il y a évidemment la qualité de ce qui va être fait, au-delà des enjeux de programmation, d'immobilier qui sont certes importants. On a la chance de grandir ou de faire grandir Paris Santé Campus dans un écosystème francilien, mais par extension nationale, qui est extrêmement dense, extrêmement riche sur le plan scientifique. L'enjeu justement, c'est qu'il continue à grandir et à évoluer, et qu'il reste très attractif, que ce soit pour les laboratoires de recherche, que ce soit pour les hôpitaux. La PHP, par exemple, a le plus grand centre hospitalier d'Europe à Paris, à travers son réseau d'hôpitaux. C'est pareil en termes de production, de publications scientifiques pour le réseau francilien des universités ou de l'INSERM, qui est l'Institut national de la recherche en santé. Donc on conserve une très grande attractivité, et tout le monde nous reconnaît, au-delà des questions qu'on entend régulièrement sur les financements, les investissements dans la santé, etc., une excellence qui doit être pérennisée. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de ce projet, et qui se traduit à travers des collaborations internationales, à travers des relations avec les grands pôles d'innovation dans la santé qu'on connaît à Boston, par exemple, à Bâle ou dans d'autres endroits, et surtout la volonté, et c'est bien l'emblème aussi concret, d'arriver à exister et à montrer que la France est présente, qu'elle produit de la qualité pour la médecine et pour la recherche, et qu'elle est une interlocutrice tout à fait reconnue et de niveau international, avec un premier terrain de leadership, si je puis dire, qui est évidemment européen. Moi, c'est exactement le contraire d'Antoine Ténière. Exactement. En fait, quand j'ai pris Rungis, c'était la belle endormie. On a la gastronomie la plus réputée dans le monde, et personne ne savait d'où venaient les produits et comment on les produisait et comment on les apportait sur la table du consommateur. Donc, je fais un gros travail ces quelques dernières années pour faire de Rungis le diamant, le trésor national français qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est connu de 96% des Français, et 93% des Français considèrent, c'est un sondage de cette année, Ipsos, que Rungis c'est la qualité. Mais c'est encore le contraire d'Antoine. On a un déficit, une pénurie de main-d'œuvre considérable dans les métiers de bouche. Et vous pouvez parler dans cette rue, pas loin, eh bien, les restaurateurs ont du mal à trouver des chefs de rang, des serveurs, des cuisiniers, des chefs, les boulangeries, des pâtissiers, des boulangers, les charcutiers, tout le monde, les logisticiens, des logisticiens, les grossistes, des préparateurs. Et donc, pour rendre un secteur attractif, il y a plusieurs recettes. La première recette, c'est de beaucoup communiquer.
La deuxième recette, c'est qu'on ne communique que sur ce qui est bien et bon. On ne peut pas communiquer sur du mauvais. Il faut s'améliorer. Donc nous, on a essayé d'être impeccable. On a fait le pavillon bio. On a fait le pavillon des producteurs d'Île-de-France, qui fait 60% de ce que vous mangez en local en Île-de-France. Et puis, à un moment donné, une fois que vous avez fait ça, il faut former des jeunes. Et donc, la grande idée que nous allons faire à Agoralim, mais que nous avons commencé à Rungis, c'est la Rungis Academy. C'est que la réforme de la formation professionnelle nous a donné la chance de pouvoir fédérer 15 écoles différentes, parmi lesquelles l'école Le Nôtre, le CFA Médéric, l'IFOCOP, les Compagnons du Devoir, bientôt Ferrandi, qui se retrouvent à la Rungis Academy. Et on va faire la même chose, on va faire une cité scolaire internationale à Gonesse, avec la rectrice de Versailles, Charline Avenel, et nous allons essayer de former à ces métiers formidables de la cuisine, de la restauration, de la distribution, de l'artisanat, du transport et de la logistique, des jeunes qui vont avoir envie de le faire. Parce que je regardais tout à l'heure le grimpeur. Dans la vie, il ne faut pas être dans des tunnels et faire ce que veulent vos parents. Il faut faire ce que vous avez envie de faire. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de toucher la matière, de toucher les produits. Et Agoralim sera aussi un moyen de développer l'attractivité de la région capitale. Alors c'est intéressant effectivement de voir à quel point un projet va dynamiser tout un territoire. À l'inverse, comment est-ce qu'on fait pour gérer justement la dynamique très positive d'un territoire et puis ce qui peut se passer à côté pour ne pas contribuer à créer de nouveaux types d'inégalités et à gérer une politique d'investissement finalement sur un territoire qui est beaucoup plus global comme celui de la métropole? Chloé Boisin-Bormouth. Oui, je pense que là, les deux exemples qui nous ont été donnés permettent d'illustrer assez bien cette question, à savoir que naturellement, quand on va regarder à l'échelle de l'ensemble de la France où se situent les investissements, effectivement, le plan France Relance essaye de tenter de redynamiser un petit peu partout. Mais on a quand même des secteurs clés qui sont là. Pourquoi ? Parce que, en définitive, on peut, grâce aux différents documents de planification, que ce soit le SDRIF, que ce soit le SCOT, que ce soit cette grande thématique de l'aménagement du territoire, si on se situe à l'échelle nationale, essayer de flécher des investissements sur tel ou tel endroit. Mais on se rend bien compte que, et ça a été un certain échec de la politique industrielle en France dans les années 80, le fait de créer des niches fiscales dans des territoires qui n'ont pas particulièrement d'appétence pour tel ou tel secteur entrepreneurial ou industriel peut mener, avec la volatilité des capitaux et des investissements, finalement un relatif échec à partir du moment où un autre territoire va être mieux disant. Par exemple, on voit la grande question, même si aujourd'hui ce n'est pas tranché, Tesla à Berlin. Est-ce que finalement l'usine va rester à Berlin ou est-ce qu'elle va être agrandie ou est-ce qu'au contraire elle va être rapatriée aux États-Unis grâce au deal qui a été fait par Joe Biden? On sent cette tension. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'un investissement marche? Les deux projets qui nous ont été présentés aujourd'hui montrent bien que ce qui marche, c'est parce qu'il y a déjà un écosystème, parce qu'il y a un terreau et parce qu'il y a une identité qui fait sens par rapport à un certain territoire, par rapport à une certaine histoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retourner l'histoire et inventer quelque chose de nouveau, mais en tout cas, on a besoin d'un terreau qui est déjà favorable, d'un écosystème. Et donc après, par contre, toute la question qui va pouvoir se poser, et là finalement tous les territoires ont leur carte à jouer, que ce soit à la fois la métropole avec les deux superbes projets qui nous sont présentés, mais on va penser par exemple à Angoulême avec tout l'écosystème autour de l'image, on va penser à Lannion autour des télécoms, enfin il y a plein même à Aurillac autour du parapluie, enfin on a en fonction des tailles de ville, on peut trouver des petites niches qu'on va pouvoir développer. Mais la grande question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'on est sur une stratégie finalement où on concentre les investissements, où on est aussi sur une stratégie d'arrosage, à savoir qu'on peut partir du principe qu'il y a un petit peu partout des talents et il ne faut quand même pas non plus négliger, notamment grâce à l'investissement public, mais pas uniquement, la détection de certains talents dans les territoires et accepter le fait que quand on arrose une plante, parfois ça ne prend pas et puis parfois ça prend. Donc je pense que là, il faut avoir cette double stratégie de
oublier ce qui s'est passé aussi dans les années 90, du marketing territorial agressif et un peu ridicule, où on cherche des slogans mais qui ne collent pas du tout à la réalité, et ça fait un bide. Mais en même temps, pas non plus que concentrer sur les champions, mais essayer d'avoir dans cette technique d'agilité et d'innovation, réussir à donner l'espoir à l'ensemble des territoires pour éviter un décrochage qui serait nuisible finalement à l'ensemble de l'économie française. Alors vous qui êtes au contact des investisseurs au quotidien, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quels sont les critères qu'ils regardent quand ils choisissent un site d'implantation? Vous parliez d'arrosage aussi. Est-ce que c'est la fin des grandes métropoles connues jusqu'ici pour être très attractives? Non, je ne pense pas qu'on soit à l'orée de la fin des métropoles, parce que la question de l'agglomération, des économies d'échelle reste effectivement, comme vous l'avez présenté au tout départ, ça reste un facteur qui est extrêmement différenciant et extrêmement intéressant pour les investisseurs. Ça ne veut pas dire que les métropoles sont les seules, par contre, à pouvoir capter des investissements. Après, tout dépend de quel investissement on va parler, mais Paris peut être aussi, puisqu'on parle de la ville mondiale Paris, peut être un terrain, une porte d'entrée vers un ailleurs. Et si on commence à penser un peu plus fortement, on n'est pas des champions de la coopération territoriale en France, mais on peut essayer de davantage la développer pour voir comment le fait qu'un territoire, c'est la technique du ruissellement, on peut toujours en discuter, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a des parts de marché qui sont partout et certains investisseurs viennent vers nous et puis après on peut les rediriger un peu ailleurs pour montrer que finalement ce terrain serait plus favorable, et s'il ne vient pas là où on pensait qu'il viendrait, ce n'est pas un drame, parce que la question qu'il faut se poser, c'est finalement dans les tensions géopolitiques et dans cette logique de bloc qui est en train de développer, où est-ce qu'on a intérêt à, finalement, quelle est la géographie qu'on a intérêt à jouer? Est-ce que c'est que du micro-local, ou est-ce qu'il ne faut pas voir cet emboîtement d'échelle qui nous est profitable, à savoir la Paris, miroir de la France, mais aussi Paris, capitale peut-être européenne, donc cette question aussi de l'Europe, et de voir qu'on peut créer un grand territoire européen qui serait le champion de demain. Mais ça, il faut aussi penser maintenant en prospective, parce qu'on a les facteurs d'attractivité aujourd'hui, donc que cherchent les investisseurs aujourd'hui? Mais quels vont être les facteurs d'attractivité de la ville de demain? Et là, on a entendu toute la journée, on a beaucoup parlé de la question de la qualité de vie, qui me semble effectivement être un point central. On a aussi beaucoup parlé, un petit peu moins, mais de la question de l'égalité homme-femme. Donc tout ça, c'est des thématiques que les villes vont saisir. Je n'ai pas besoin de les développer parce qu'on en a parlé suffisamment. En revanche, il me semble que, et c'est plutôt étonnant parce que finalement, étant dans le milieu depuis quelques années, on en a beaucoup parlé, la question de l'innovation et des données. Finalement, j'en ai très peu entendu parler et ça me semble être malgré tout un facteur extrêmement différenciant. Pour vous donner un exemple, ce matin, il y a une société qui accompagne des investisseurs étrangers qui nous a écrit pour nous demander où est-ce qu'on peut trouver un pool de données sur la région Île-de-France pour savoir exactement où se situent les bassins d'emploi, leurs caractéristiques, où les gens, pour pouvoir rapprocher les bassins d'emploi et les lieux de vie, où est-ce qu'on peut trouver des données à disposition pour pouvoir le mieux aiguiller sur le territoire les investisseurs. On se rend compte qu'aujourd'hui, cette question de la donnée va être absolument essentielle, justement aussi dans une question de transition écologique, si on veut réussir à optimiser cette question des flux, mais aussi de façon plus globale dans cette révolution de la ville servicielle. On en a très peu entendu parler, mais en définitive, et c'est là où c'est absolument passionnant, au-delà de la question des plateformes où on peut interroger le modèle, ce qui est le grand succès de cette économie de plateforme, c'est le fait de placer le client au centre, et pas seulement le client au centre pour satisfaire tous les besoins, mais on va poser la question du service rendu. Et là, on a beaucoup à apprendre d'une ville, d'une capitale européenne qui est le champion de la qualité de vie depuis des années, à savoir Vienne, qui justement place la data au centre de sa stratégie, et avec une nuance extrêmement intéressante, à savoir qu'ils osent utiliser la data, mais évaluer les politiques qui ont été menées sur cette data. Et dans ce cas-là, on a une logique, parce qu'on crée un socle de confiance. Et si je peux me permettre un dernier facteur d'attractivité avant de me taire, c'est celui, parce que on en a un petit peu parlé, mais peut-être pas suffisamment, on est dans des temps incertains, avec des crises où on sait qu'elles vont arriver, on ne sait pas quelles seront la nature, quelles seront leur durée, mais on sait qu'on va connaître d'autres crises. Et il me semble qu'un des facteurs d'attractivité majeurs
pour les années à venir, c'est celui de la possibilité d'offrir une stabilité, ce qui ne veut pas dire éviter la crise, mais avoir conscience qu'il y a des crises qui vont venir et de savoir mettre en œuvre des moyens de protection qui n'est pas un barrage contre la crise, mais en tout cas de savoir réagir face à la crise. Et cette question de résilience me semble être absolument fondamentale et on n'est pas encore très préparé sur cette question. Pour conclure, une dernière question à nos deux porteurs de projet. On sait que pour réussir une politique de réindustrialisation, il faut penser le passage à échelle, il faut toujours voir plus grand et au-delà. Est-ce que vos projets sont réplicables? Est-ce qu'ils peuvent aussi s'appliquer à d'autres thématiques, à d'autres territoires? Est-ce qu'on va pouvoir en tirer des leçons et peut-être monter à partir de vos idées, vos projets, de nouveaux projets? Bon, moi, ça fait plusieurs années que je réfléchis à cette question. Je pense que le Grand Paris doit repenser la ville. Et si on n'est pas capable de penser la ville, comme l'ont fait Paul Delouvrier, Michel Debré, le général de Gaulle, Pompidou dans les années 60, eh bien on va à l'échec. Et penser la ville, c'est quoi? C'est bien sûr avoir des pôles de compétitivité comme Rungis, comme Cancer Campus, mais il faut être capable de faire une ville mixte. Faire une ville mixte, c'est qu'il ne faut pas oublier de faire du logement, de loger les gens à côté de leur travail, de réfléchir aux loisirs, de réfléchir aux grandes infrastructures comme Rungis, comme les hôpitaux, etc. Et je pense qu'il n'y a pas de main invisible en la matière. S'il n'y a pas de réflexion globale sur ces questions, notre qualité de vie va en pâtir et au total, le Grand Paris ne sera plus qu'un grand métro. Et donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Ce que nous voulons, c'est vivre dans cette métropole, dans cette région, développer nos enfants, développer nos familles avec de l'emploi. Et donc, il ne faut pas éloigner l'emploi des logements, ça c'est très important. Mais en même temps, bien sûr, il faut des emplois. Et pour avoir des emplois, il faut des projets, des grands projets, qui soient gérés par des sociétés qui soient autonomes. Car ce qui fait le sel de nos opérations, c'est que nous avons, lui, des médecins, moi, des agriculteurs, des producteurs. On a des entreprises. Sans les entreprises, nous ne sommes rien. Puis après, il faut une sorte de chef d'orchestre qui dise, voilà, ici, on va plutôt se spécialiser dans telle fonction. Ici, on va élargir le tuyau parce que la route sera insuffisante, etc. Donc moi, je crois beaucoup à l'intérêt d'une réflexion au plus haut niveau sur la région Île-de-France, parce que évidemment, nous avons un millefeuille administratif, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions. Et je crois qu'on va dans le bon sens aujourd'hui, mais il faut parfaire cette question en regardant les appétences des gens. Ce sont nos clients. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des bons produits, ils veulent de la santé, et puis ils veulent vivre en harmonie avec leur métier, leur travail, etc. On l'a vu après le confinement, l'essor du télétravail, des nouvelles formes de qualité au travail. Et donc je dis que clairement tout ça doit être réfléchi de façon collective, avec les entreprises, avec les pouvoirs publics, avec les collectivités locales, collectivités territoriales. Et puis à un moment donné, il faut qu'on prenne des décisions et qu'on avance. Voilà. Merci. Pour ce qui est de la santé, oui, évidemment, les programmes sont conçus non seulement comme étant réplicables, mais surtout en étant évolutifs. Et donc l'idée, c'est d'arriver à distribuer ou diffuser cette notion d'écosystème sur le territoire, et puis par extension dans des territoires à proximité, notamment européens, j'en ai parlé, mais plus largement internationaux, et surtout de les intégrer dans leur environnement, que ce soit local ou thématique, notamment le système de santé qui évolue à très grande vitesse, pour justement, comme vous le dites, les amener à penser la façon dont ces systèmes vont évoluer, à la fois en propre, mais également dans leur environnement immédiat, et notamment comment est-ce que l'hôpital évolue dans la ville, qui est une question majeure aujourd'hui. On ne va pas l'aborder puisqu'on a beaucoup d'autres espaces pour ça, mais voilà, simplement vous dire qu'il y a cette volonté d'arriver à faire évoluer ces modèles-là pour les penser en permanence adaptés à leur environnement et à leur temps. Merci beaucoup. On est pile poil dans le timing. Un grand merci à tous les trois. Merci. Merci.